This meeting is being recorded. Bonjour à tous et à toutes. Comme vous savez, on a déjà assisté à une série d'exposés qui ont traité le livre de M. Philippe Kotler. Et c'est à nous aujourd'hui de traiter le 7e chapitre de la deuxième partie qui traite la New CX, Machines are cool but humans are warm. Notre équipe est composée de Asma Nasfi, moi Mariam Chnouaï, Soukaina Bouzid, Tahir Aya et Adam Al-Alami, ainsi que L'Oufé Mohamed. Le plan de cet exposé est le suivant. On va commencer par une petite introduction. Après, comme un premier axe, on va traiter l'expérience client dans le monde numérique. Deuxièmement, humain et machine dans la nouvelle CX. Troisièmement, garder une trace des points de contact 5A. Et quatrièmement, tirer parti de la prochaine technologie pour le nouveau CX, une liste de contrôle. Et on va clôturer cet exposé par une petite conclusion. Voilà une petite citation qui dit « Comme lors des précédentes évolutions technologiques, les machines vont accomplir des tâches répétitives, ennuyeuses, parfois risquées. Cela laisse aux humains l'occasion de se concentrer sur des tâches plus novatrices, plus créatives, avec plus de travail d'équipe. » C'est ce qui est dit par la plupart des employeurs et directeurs d'entreprise, mais malheureusement, cette pratique a bel et bien montré ses limites dans plusieurs domaines et surtout celui de l'hôtellerie. En fait, en 2015, l'hôtel ENA au Japon a ouvert ce que Guinness World Records est officiellement reconnu comme le premier hôtel doté d'un personnel robotique au monde. L'hôtel a bien marché dans un premier temps, mais il a montré ses limites avec le temps. Un exemple d'une plainte d'invité était au sujet d'un robot de table qui a mal compris le son de ronflement pour une enquête et ainsi réveillé à plusieurs reprises des invités endormis. Donc, l'hôtel a réduit l'automatisation et viré la moitié de ses robots. En fait, ce domaine dépend fortement des interactions, un contact direct que toutes machines peuvent ne pas être la meilleure option pour s'en sortir. Et de là, on constate que toutes les tâches ne peuvent pas être automatisées et comme quoi les connexions humaines sont encore indispensables, mais la combinaison entre eux reste la meilleure approche à suivre pour satisfaire le client et lui faire vivre une expérience extraordinaire. Et c'est ce qu'on va découvrir tout au long de notre présentation. Alors, le premier axe traite l'expérience client dans le monde numérique. En fait, la CX n'est pas une nouvelle idée. Elle a été postulée pour la première fois en 1998 par Pin et Gilmore. En fait, les biens et les services étaient le vecteur principal de l'innovation ainsi que leurs caractéristiques, mais les entreprises doivent passer à l'étape suivante dans la progression de la valeur économique qui est l'expérience. Cela se fait à travers plusieurs compagnies expérientielles qui facilitent tout le processus de la marchandisation. Le concept est devenu de plus en plus populaire. Une véritable connexion avec les marques, ce qui est paradoxalement devenu rare dans le monde de contact direct avec leur clientèle via un numérique. Donc, les nouvelles façons d'interaction avec un produit, sont maintenant plus convaincantes que le produit lui-même. La CX est essentiellement devenue un nouveau moyen efficace pour les entreprises de créer et de fournir plus de valeur pour le client. Elle est considérée de nos jours comme l'un des principaux moteurs des résultats commerciaux. Un tiers de clients connectés sont prêts à payer plus cher pour un excellent CX. Selon plusieurs enquêtes faites, et que près de 3 clients sur 4 affirment qu'un excellent CX les fera rester fidèles. Donc, on va passer au deuxième axe qui est garder une trace des points de contact 5A avec ma collègue Aya. Voici des détails sur les étapes du cycle de parcours client de Kotler. Premièrement, aware, ça veut dire découvrir. La première étape du parcours client est aware, c'est-à-dire lorsqu'un client potentiel découvre une entreprise. En règle générale, les clients remarquent d'abord l'entreprise par le biais de publicités payantes ou de publications sur les réseaux sociaux, bien qu'ils puissent également en apprendre davantage sur l'entreprise grâce à une recommandation personnelle d'un client actuel ou passé. À ce stade, le client potentiel n'est peut-être pas
prêt à effectuer un achat, mais il est intéressé par le produit ou le service proposé par l'entreprise. Deuxièmement, être intéressé. À ce stade, le client potentiel comprend ce qu'offre une marque ou une entreprise et trouve cette entreprise intéressante. Si le marketing ou le site web de l'entreprise attire l'acheteur, l'entreprise pourrait gagner une place sur sa liste de fournisseurs potentiels. Au cours de cette période, ils peuvent consulter le site web de l'entreprise pour en savoir plus sur les différentes solutions de l'entreprise, lire des témoignages et rechercher des ventes promotionnelles ou d'autres bonnes affaires. Troisièmement, à se questionner. Ensuite, un client potentiel peut enquêter sur les produits et services de l'entreprise afin de pouvoir les comparer aux autres options qu'il envisage. Ils peuvent contacter un représentant commercial par téléphone ou par email ou utiliser une fonction de chat sur le site web de l'entreprise. L'objectif est de trouver des informations sur leurs options et de réduire leur liste jusqu'à ce qu'ils trouvent leur choix idéal. Quatrièmement, acte acheté. Au stade de l'acte, le client potentiel effectue un achat auprès de l'entreprise. Cet achat peut être une transaction unique pour un produit ou un modèle d'abonnement où il paye des frais pour un service qu'il utilise plusieurs fois. Si le client potentiel a parlé à un représentant commercial, il peut effectuer la vente par téléphone avec le représentant. Une fois qu'ils ont effectué leur achat, ils deviennent clients de l'entreprise et reçoivent leurs produits ou services. Et pour finir, s'engager. Dans cette dernière étape, le client devient un défenseur de l'entreprise en raison de son expérience d'achat. Ils peuvent recommander l'entreprise à leurs amis et à leur famille, partager des publications de l'entreprise sur les réseaux sociaux et soumettre des témoignages ou des avis d'utilisateurs pour le produit ou le service, selon le produit ou le service qu'il a acheté. Le client peut effectuer des achats supplémentaires ou mettre à niveau son service auprès de l'entreprise. Par exemple, un client qui a acheté un service d'entretien de pelouse de base auprès d'une entreprise d'aménagement paysage pourrait trouver le service satisfaisant qu'il passera à un forfait premium. Donc ensuite, on va passer à l'axe suivant, qui est humain et machine dans le nouveau CX. Méline, tu peux passer s'il te plaît. Bon, les rôles de l'homme et de la machine sont tous aussi curieux dans un CX hybride. Non seulement ils sont bons à différentes choses, mais ils se complètent aussi les uns et les autres. À ce sens, la technologie doit être reconnue comme le catalyseur et l'accélérateur de l'innovation. Elle sert le but pour lequel la technologie a été inventée en premier lieu, comme libérateur des ressources humaines. En premier axe, on va voir la variation dans le traitement des informations. C'est un facteur clé qui définit la distinction entre les personnes et les ordinateurs et la capacité à manipuler l'information. Il existe un ordre dans la gestion des connaissances connu sous le nom de hiérarchie DIKW. Les données, les informations et les connaissances sont les domaines établis des machines. Les ordinateurs sont devenus extrêmement bons pour traiter des données désorganisées en informations significatives, avec une vitesse et une capacité presque illimitées. Les nouvelles informations résultantes sont ensuite ajoutées à un réservoir d'informations connexes et d'autres contextes connus pour développer ce qu'on appelle la connaissance. D'autre part, les trois éléments quelque peu flous et intuitifs, bruit, perspicacité et sagesse, sont dans le domaine humain. Le bruit est une distorsion ou une déviation des données et peut constituer une distinction majeure lors de regroupement des données en grappes structurées. Je passe la parole à Soukaina pour continuer le deuxième axe qui est le pensée humaine et machine collaboratrice. Donc, je vais passer maintenant au point suivant, qui n'est rien d'autre que la collaboration entre l'homme et la machine. Alors, l'intelligence artificielle sur le lieu de travail a influencé tous les secteurs et transformé les collaborateurs conçus entre les humains et les machines. Bien que l'on craigne que les robots ne remplacent pas les humains, mais la refonte du travail peut être largement bénéfique pour l'intégration homme-machine. D'ailleurs, de plus en plus, les organisations reconnaîtront les capacités de l'intelligence collaborative. Elles réaliseront à quel point les humains et l'intelligence artificielle renforcent activement leurs forces complémentaires. En fait, une enquête récente menée auprès de 1500 entreprises a révélé que les améliorations de performance
Les plus notables se produisent lorsque les humains et les machines travaillent ensemble. Également, la corrélation entre les décisions humaines et les prédictions générées par la machine est l'un des nombreux avantages de l'intelligence artificielle sur le lieu de travail. Alors, une époque où la plupart des chefs d'entreprise tentent d'anticiper l'avenir du travail et de réinventer leur processus décisionnel, il devient évident que la connexion homme-machine sera encore plus utile. Donc, en gros, dépend de l'autre, c'est-à-dire l'homme dépend de la machine et la machine dépend de l'homme. Ils sont plutôt complémentaires, l'un complète l'autre. Les machines traitent les données alors que l'homme ajoute la pensée divergente et l'empathie. Donc, je passe directement au point suivant qui est l'homme et la machine dans l'interface client. Alors, je vous ai présenté une idée générale sur l'interface homme-machine, de quoi s'agit-il, etc. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est l'interface client. Alors, l'expérience client suscite un débat stratégique dans les différents secteurs à mesure que les organisations cherchent à s'appuyer sur les nouvelles technologies liées à l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et le machine learning. En outre, donner la parole aux machines pour interagir avec l'homme peut constituer un puissant facteur de différenciation. À l'heure où la relation entre les organisations et les consommateurs évolue du stade transactionnel au stade expérientiel et où l'expérience client devient tout aussi importante que le produit ou le service fourni par une entreprise. Donc, pour conclure, dans l'interface client, l'homme et la machine doivent ou bien peuvent aller main dans la main. Donc voilà, c'était tout. Je cède maintenant la parole à ma collègue Asma pour présenter la suite. Alors maintenant, on va traiter la troisième partie. C'est tirer parti de la prochaine technologie pour le nouveau expérience client, c'est-à-dire CX, une liste de contrôle. Alors, pour assurer une collaboration harmonieuse, les spécialistes du marketing de la prochaine génération doivent avoir une connaissance pratique à des technologies, en particulier celles qui améliorent les activités de marketing. Alors, il existe plusieurs cas d'utilisation de la technologie de marketing. On peut citer parmi eux la publicité. Myriam, merci de passer. La publicité est une approche pour communiquer des messages de marque à des publics de masse visés par divers médias payants. Dans un monde où l'attention se fait rare, la publicité peut être considérée comme intrusive. Ensuite, le cas d'utilisation le plus courant de la technologie dans la publicité est pour le ciblage d'audience, qui permet aux entreprises d'optimiser l'efficacité en trouvant le segment approprié, ce qui permettra d'améliorer la pertinence perçue de l'annonce. Ensuite, la technologie aide également les spécialistes du marketing à créer des portraits précis de segments d'audience ou de personnages, ce qui conduit à une meilleure création publicitaire. Et puisqu'une seule taille ne convient souvent pas à toute la publicité, l'intelligence artificielle est capable de produire rapidement de multiples créations publicitaires avec différentes combinaisons de copies et de visuels. Alors, passons maintenant à une autre utilisation importante de la technologie dans la publicité. C'est pour l'achat de médias programmatiques. Une plateforme programmatique permet aux annonceurs d'automatiser l'achat et la gestion d'espaces médias payants, puisqu'il s'agit d'un achat consolidé avec des enchères automatisées. La publicité programmatique s'est avérée utile pour optimiser les dépenses médias. Passons au deuxième cas, c'est le marketing de contenu ou content marketing, inventé comme une alternative subtile à la publicité dans l'économie numérique. Le contenu est considéré comme moins intrusif que les publicités. Il utilise un mélange de divertissement, d'éducation et d'inspiration pour attirer l'attention sans la vente dure. Un principe fondamental dans le marketing de contenu est de définir clairement le groupe d'audience afin que les spécialistes du marketing puissent concevoir un contenu intéressant, pertinent et utile.
Maintenant, on va traiter le rôle de l'analyse dans le marketing de contenu. L'analyse est utile pour suivre et analyser les besoins et les intérêts du public. Il permet aux spécialistes de marketing de contenu de générer et de gérer les articles, les vidéos, les infographies et des autres contenus que l'auditoire est susceptible de consommer. L'intelligence artificielle permet également d'automatiser ce processus laborieux. Avec l'analytique prédictive, les spécialistes du marketing de contenu peuvent même envisager chaque parcours client sur le site web. Ainsi, au lieu d'afficher un contenu statique basé sur un flux prédéterminé, les marqueurs peuvent offrir un contenu dynamique. En d'autres termes, on peut dire que chaque visiteur du site web verra un contenu différent en fonction de son comportement passé et de ses préférences. Alors, cela permet aux spécialistes du marketing de contenu de guider les clients dans leur démarche d'achat. Maintenant, on va passer à quelques types populaires de marketing de contenu. On peut citer l'article de blog qui permet de démontrer l'expertise sur les thématiques ciblées. On peut aussi citer les publications sur les réseaux sociaux qui interagissent directement avec l'audience sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. On peut ainsi citer les vidéos. Ce sont des formats qui se consomment facilement, ainsi que les podcasts et les infographies et les livres électroniques. Maintenant, je passe la parole à Mohamed Laoufir pour terminer les autres types de l'utilisation de marketing technologique. Donc, maintenant, on passe à la définition du marketing direct. Le marketing direct est une tactique plus ciblée pour vendre des produits et des services, contrairement à la publicité dans les médias de masse. Le marketing direct consiste en la distribution individualisée d'offres de vente avec des intermédiaires, généralement à l'aide de médias comme le courrier et le courriel. Dans la plupart des cas, les clients potentiels s'abonnent à un canal de marketing direct dans l'espoir de recevoir des offres promotionnelles et les dernières mises à jour. Le cas d'utilisation le plus important du marketing direct est peut-être le système de recommandation de produits, qui est un élément de base du commerce électronique. On passe maintenant à la gestion de la relation client-vente CRM. Dans le département commercial, la technologie d'automatisation permet de réaliser des économies importantes et de faciliter l'évolutivité. La technologie de marketing s'est également développée dans le domaine de la gestion des comptes, dans tous les secteurs d'activité. Les vendeurs consacrent beaucoup de temps à des activités non liées à la vente et à des tâches administratives. Avec le CRM des ventes, les informations de compte, y compris l'historique des contacts et les opportunités de vente, sont organisées automatiquement, permettant à la force de vente de se concentrer sur les activités de vente réelles. Maintenant, on passe à la canal de distribution. La technologie suivante présente également différents cas d'utilisation pour améliorer le canal de distribution. La plus populaire, en particulier après la pandémie de COVID-19, est celle des interactions de première ligne, sans contact chez les détaillants. En plus de réduire les coûts, les interfaces en libre service et les robots de première ligne sont plus favorables aux interactions simples telles que les transactions bancaires, la prise de commandes alimentaires et l'enregistrement à l'aéroport. Prenons exemple d'Amazon qui continue d'étendre sa présence de briques et de mortiers à essayer des systèmes de paiement biométriques dans plusieurs sites de Whole Foods. Je passe maintenant la parole à Adam Lalem. Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur. Je vais vous présenter la partie de produits et services. Alors, la technologie de marketing est non seulement utile pour améliorer les interactions client-client, mais aussi pour améliorer les produits et services de base. Les tendances vers le shopping en ligne et la personnalisation donnent naissance au concept de personnalisation de masse et de co-création.
Tout le monde veut des produits faits sur mesure pour eux avec leur initiale, choix de couleur et taille qui correspond à leur mesure corporelle. De Gillette à Levi's en passant par Mercedes-Benz, les entreprises élargissant leur gamme de produits en offrant des options de personnalisation. Service Customer Relationship Management. L'utilisation de chatbots est populaire non seulement pour gérer l'entonnoir des ventes, mais aussi pour répondre aux demandes de services. Avec un chatbot, une entreprise peut fournir un accès aux services clients 24/7 et offrir des résolutions communes instantanément qui sont cruciales dans le monde numérique. Et l'entreprise peut assurer une meilleure cohérence et intégration sur plusieurs canaux tels que le site web, les médias sociaux et les applications mobiles. Mais plus important encore, chatbot réduit la charge de travail des représentants du service client pour la gestion des tâches simples. Il ne fait aucun doute que les entreprises doivent tirer le meilleur parti de la technologie de commercialisation. Et pour conclure, en guise de conclusion, l'expérience client est la nouvelle façon de gagner les marchés très disputés. Les expériences interactives et immersives qui se déroulaient autrefois à la périphérie sont désormais plus importantes que les produits et services de base. Pour créer un CX convaincant et supérieur entre les points de contact, de la sensibilisation à la défense, l'exploitation des technologies avancées est indispensable. Mais le rôle du toucher humain ne doit jamais être négligé, car il va contrebalancer la vitesse et l'efficacité que la technologie offre par la sagesse, la flexibilité et l'empathie. Et merci tout le monde.